Depuis 15 ans, je me bats pour que l'Afrique, par ses instances continentales, honore la mémoire des millions d'Africains qui ont été déportés pour être esclaves dans les péninsules arabiques, dans l'océan Indien, dans les Caraïbes et les Amériques. Bonjour et bienvenue sur notre spécial vidéo réactionnelle d'aujourd'hui. J'espère que vous allez très bien. En fait, je suis tombé sur cette vidéo de Monsieur Claude Isia sur Instagram il y a longtemps, en tout cas il y a quelques mois. Et aujourd'hui, j'ai pensé en fait à réagir et à donner mon avis sur ce qu'il est en train de dire. D'abord, je pense que, en fait, les Africains dans le diaspora, surtout euh, les Antillais et aussi, surtout les Afro-Américains, ils ont beaucoup fait, ils ont beaucoup donné, en fait, à la liberté du monde noir entier, d'accord? Des Africains et du monde noir entier. Que, euh, peu importe où ces Africains se trouvent, que ce soit sur le continent africain ou bien que ce soit dans le diaspora. Je pense que les Antillais et les Américains, les Afro-Américains, les Africains-Américains ou les Noirs américains, si vous voulez, ils ont beaucoup donné. Ils ont trop donné même, en fait, pour notre liberté. Et alors que nous, les Africains sur le continent, on n'a pas véritablement, en fait, donné notre part pour notre liberté collective en tant qu'un peuple. Donc moi, je suis parfaitement d'accord avec lui dès le début jusqu'à là. D'accord? Pourquoi? Parce que si on est conscient et si on connaît bien notre histoire, l'histoire de l'indépendance de la plupart des pays en Afrique, on le doit totalement aux Antillais et aux Afro-Américains. Parce que c'est grâce à les luttes que, en fait, des véritables leaders, d'accord, euh, comme Nkrumah, et même après Nkrumah, on peut parler de Sékou Touré, on peut parler de Thomas Sankara et Jomo Kenyatta et Patrice Lumumba et beaucoup d'autres. Excusez-moi si j'aurais aimé en fait citer les noms de tous en fait euh, les héros et vrais leaders africains qu'on a eu dans l'histoire. Vous voyez? Parce que c'est grâce en fait à cette lutte-là et même dernièrement, on peut parler de l'AES, d'accord? On peut parler de Tchani, on peut parler d'Ibrahim Traoré et même de celui du Mali s'appelle quoi? Excusez-moi, ça va venir, d'accord? C'est grâce en fait à la lutte des Antillais et des Afro-Américains de manière générale qu'on a eu aussi le courage en fait de se lever debout. Voilà. Commençons par Nkrumah par exemple. Comment Nkrumah a libéré le Ghana? C'était en fait après c'était durant ses études aux États-Unis il a subi du racisme et tout ça. Après, il a vu comment, en fait, se faisait la lutte d'émancipation des Noirs en Amérique. Vous voyez, par des gens comme W.E. Du Bois, vous voyez, Martin Luther King, et ainsi de suite. Marcus Garvey, qui est le père du panafricanisme. D'ailleurs, Nkrumah même avait lu la philosophie de Marcus Garvey, vous voyez, et c'était même W.E. Du Bois et tous ces panafricains qui sont imaginés des panafricains
des Africains, en fait, qui se manifestent pour les libertés et surtout pour la liberté totale de toute l'Afrique entière et du monde noir entier, alors que eux, ils ne vivaient même pas sur le sol africain. Mais c'est parce que eux, ils ont souffert la traite directe négrière suite à l'esclavage. Par rapport à nous, bien sûr qu'on a aussi subi notre part de la traite négrière, mais nous, on a subi surtout le côté lavage du cerveau. Je vais revenir là-dessus. Mais sur le point de vue physique, la torture, ainsi de suite, nous, on n'a pas vraiment subi ça par rapport à nos ancêtres. On a subi aussi des choses, parce qu'on a lutté, on a fait des guerres, vous voyez, d'indépendance, on a résisté, on fait la colonisation et beaucoup de choses. Nos ancêtres ont aussi beaucoup résisté, pendant que d'autres ancêtres ont été déportés dans la Caraïbe et euh, dans, comment il s'appelle, en Amérique, ainsi de suite, comme le grand frère, Monsieur Claude ici, vient de le dire, vous voyez. Mais puisque les Antillais et les Américains, eux, ils ont plus subi, ça veut dire violemment, l'esclavage, ainsi de suite, le travail forcé, ainsi de suite, bah, les luttes étaient plus pragmatiques et plus dynamiques par rapport à nos luttes. Et eux, ils avaient les consciences, en fait, globales. Ils ont cultivé une conscience globale pour notre émancipation totale. Ça veut dire l'émancipation du monde noir entier et pas limité sur le monde à les luttes, que ce soit en Amérique ou bien dans les Antilles, comprenez? Parce que ils cherchaient, si par exemple vous êtes un enfant, on vous prend de votre maison pour vous envoyer quelque part, vous allez tout faire pour vous retourner chez vous, vous voyez? Et alors que, en fait, nos dirigeants, parce que, comme j'ai dit, on va revenir sur pourquoi les choses se déroulent comme ça, mais c'est parce que, on va revenir dessus, mais ce que je voulais dire, c'est que, alors que nos dirigeants, nos rois, ainsi de suite, n'ont pas muni le même effort, ils ne nous ont pas fourni le même effort comme les Africains dans le diaspora ont fait, vous voyez, dans le but, en fait, aussi de notre réunification en tant qu'un peuple. Je vais revenir, comme je répète toujours, sur pourquoi, mais c'est ça, en fait, le problème. Du coup, ce n'est pas équilibré. Donc, vous voyez, par exemple, imaginez que vous avez, en fait, des, comme je dis, un enfant et votre enfant a été pris pour envoyer quelque part. Vous, en tant que père, est-ce que vous allez rester à la maison et oublier carrément de votre enfant qui a été déporté quelque part? Ou bien vous allez tout faire pour réconcilier et pour ramener votre enfant à la maison? Posons-nous vraiment cette question. Vous voyez? Tout le monde trouve que c'est un très bon projet. Le continent, c'est le continent où on a le culte des ancêtres. Comment est-ce que tu m'expliques que ces ancêtres-là, eux, ne soient pas honorés? Donc, exactement, en Afrique, on est un peuple qui honore nos ancêtres. Culturellement, je parle de notre véritable tradition. Vous voyez? Notre véritable tradition ancestrale, notre spiritualité fondamentalement se base sur la cultivation, comme lui dit, on cultive nos ancêtres, ça veut dire on honore nos ancêtres. Nos ancêtres ne sont pas nos dieux ou quoi que ce soit, mais ce sont nos véritables prophètes. Parce que, par exemple, dans vos rêves, vous pouvez avoir en fait des rêves bizarres. On peut avoir l'interprète qui peut interpréter comme quoi votre ancêtre aimerait que vous fassiez telle ou telle chose. Je ne sais pas quoi, vous avez fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire du point de vue, et cela a des implications spirituelles sur vous, ou bien il y a quelque chose, vos ancêtres peuvent vous protéger dans plusieurs manières.
contre des choses ou quelqu'un qui cherche à vous faire du mal, ou bien dans la vie entière pour votre santé, dans plusieurs dimensions. Donc, nos ancêtres sont nos prophètes et comment ils nous communiquent? Ils nous communiquent la plupart du temps à travers nos rêves, ainsi de suite. Ouais, c'est comme ça le principe de la spiritualité africaine. Et nous, on voit en fait le Créateur à travers sa création. Parce personne n'a déjà vu Dieu. Donc, on vénère le Créateur en rendant, en rendant hommage à sa création, parce que les arts du Créateur représentent le Créateur lui-même. Ce qu'il nous fait vivre, ce qui nous fait transpirer, si c'est nous, on aide le main d'œuvre du Créateur, bah, ça veut dire que le Créateur, il a une dimension de lui qui nous traverse et voilà. C'est pour ça qu'on dit on est créé dans son image. Vous voyez? Donc, voilà comment nous on fait. Donc, si nous, on cultive nos ancêtres comme ça, pourquoi, comme il pose la question, on n'arrive pas, c'est pas comme si on n'arrive pas, mais pourquoi on a même, je dirais pas quand, c'est pas comme si ça n'existait pas. Je sais qu'au Ghana, il y a toujours eu cette pensée, en fait, aux ancêtres qui ont été déportés. Mais je vais revenir sur pourquoi, en fait, cela reste très faible, surtout à l'échelle continentale. On fait pas assez. Voilà, je vais revenir là-dessus. Voilà. Mais lui, il se pose cette question. Du coup, pourquoi si eux, ils, se- ils maintiennent la plupart En réalité, si vous voulez, l'Africain le plus conscient, c'est l'Africain de l'Amérique ou bien des Antilles. Comme j'ai expliqué, même notre lutte d'indépendance, on le doit, c'était organisé la plupart du temps par ou bien c'était même inspiré de la lutte d'émancipation de nos ancêtres dans le diaspora. Ouais, donc, si eux, ils ont tout fait, il y en a même qui font tout pour avoir en Afrique, ils souhaitent bien venir en Afrique, ouais, malgré ça, mais il y a certains pays, en tout cas le Ghana, je dis pas qu'on n'est pas fait, mais j'aime beaucoup ce que euh, nous, on fait en tout cas, parce que actuellement, si vous voulez, par exemple, voyager dans la plupart comme Barbados, je pense, Trinidad et Tobago, Jamaïque, vous n'avez pas besoin de visa si vous voulez aller en Caraïbes en tant que Ghanéen, par exemple. Donc, je pense que c'est le voie, en fait, la voie qu'on nos dirigeants doivent suivre pour, en fait, nous permettre de reconstruire ces liens-là. Ouais, grâce à la libre circulation, parce que je ne peux pas imaginer que quelqu'un dans les Antilles ou bien en Amérique pour venir au Ghana va avoir besoin de faire recours au visa. Je pense c'est pas cool. Mais en tout cas, au Ghana, c'est ouvert pour le diaspora. Voilà. Mais même sur le sol, je vais faire des vidéos sur tout ça plus tard, parce que lorsqu'ils viennent au sol, pour moi, sincèrement, je pense même pas que l'accueil est bon, voilà, est bon, je vais dire, mais je pense qu'on peut toujours faire mieux, voilà, surtout pour qu'ils se sentent ch- véritablement chez eux, parce qu'ils ont été déportés depuis longtemps. Ça fait vraiment mal, vous comprenez? Bref. Heureusement que je porte mon t-shirt de Bob Marley. Bob Marley dit Africa Unite. Voilà. Et Marcus Garvey dit les Africains pour les Africains sur le continent et dans le diaspora. Africans for Africans, both home and abroad. Bah, c'est ça la philosophie en fait. Et euh, je suis parfaitement d'accord avec lui, comme je viens de le dire, que nos dirigeants ou parce que je peux pas dire même parce que ce sont les dirigeants qui prennent les décisions, même si les dirigeants ne tombent pas du ciel, ils proviennent du peuple.
Donc, nous, en tant qu'Africains, en tant que peuple africain sur le continent, on fait très peu, en fait, pour pouvoir, en fait, réunifier avec notre nos sœurs et nos frères. Et ça fait vraiment mal. Voilà. Et on passe, je vais revenir là-dessus, en fait. On écoute encore ce qu'il a dit. Et donc, lorsque des gens me parlent du rapport entier, les trucs, oui, mais vous les Antillais, vous ne respectez pas votre africanité, vous ne vous sentez pas africain. Je dis, mais à quel moment aussi l'Afrique va-t-elle honorer les Africains de l'autre côté qui sont partis? Bon, elle a tout à fait raison de se poser aussi cette question. Quand est-ce que nous aussi, on va, par exemple, si vous écoutez la musique antillaise ou antillaise, mon français parfois, la musique reggae, par exemple, ils ne font que chanter de l'Afrique. Ils chantent leur amour pour l'Afrique. Ils chantent pour leurs rêves comment on dit ça, de, de répatriation. D'accord? Ils souhaitent bien revenir sur le continent. Ils souhaitent bien, même Bob Marley, actuellement que je parle, Bob Marley, surtout sa femme Rita Marley, il a une maison au Ghana, vous voyez, et il y a un studio là-bas. Ils ont tout fait, en fait, ils ont beaucoup donné dans le but, en fait, de revenir. Je ne dirais pas qu'il n'y a pas des exceptions. En Éthiopie, par exemple, c'est pour ça, en fait, les Jamaïcains venaient même Haile Selassie comme Dieu, parce que Haile Selassie était le seul roi africain ou leader africain d'avoir visité le Caraïbe, surtout Jamaïque. Et il a même donné du sol sur la terre éthiopienne pour, en fait, les, 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 les Africains de diaspora qui souhaitent venir s'installer. Depuis longtemps, c'est la date depuis longtemps. Vous imaginez, au Ghana aussi, mais on ne fait pas plus. On fait pas, moi, je pense qu'on peut faire mieux. Ouais, et cela doit être le cas pour tous les autres pays africains. Voyez. Mais il dit quelque chose de très important. Il dit, depuis, si on est un peuple qui cultive nos ancêtres, pourquoi nous, on cultive même pas nos ancêtres qui ont été déportés? Pourquoi? Pourquoi? Maintenant, je vais répondre à la question pourquoi. En fait, la relation entre les Antillais, d'accord, ou les Afro-Américains et nous, les Africains sur le continent, c'est une relation très, très complexe, d'accord? Parce que chose qu'il faut comprendre, c'est que moi, je vais donner la réponse à sa question. C'est que on pense que, par exemple, nos ancêtres qui ont été déportés, qui ont subi, ça veut dire de l'esclavage mental. Bon, moi, il dit toujours émanciper notre esprit de l'esclavage mental. Bref. Mais la plupart des Antillais ou des Antillaises pensent que c'est seulement eux ou elles qui ont subi cette lavage du cerveau et aussi ce travail forcé physique qu'on appelle l'esclavage. Mais chose qu'ils, malheureusement, ils ne savent pas, soit ils ne sont pas conscients, c'est quoi? C'est que les Africains sur le continent aussi ont eu les parts d'histoire. Donc moi, je ne cherche pas en fait à blâmer les Africains sur le continent, ni les Africains sur, dans le diaspora, ça veut dire les Antillais ou les Noirs américains. Pourquoi on n'arrive pas à se réunir? Moi, je cherche pas, et lui-même, il ne cherche pas à faire ça. Parce que c'est un homme que je connais depuis longtemps, qui a toujours s'est s'est battu pour nous, pour notre émancipation. Donc, mais à un moment donné, en fait, j'imagine la frustration. Il a même déjà été incarcéré ou, si je ne me trompe pas, à cause de cette lutte, parmi beaucoup d'autres personnes. Vous voyez? Donc, je comprends la frustration, mais le problème est plus profond que ça. Le lavage du cerveau, c'était à l'échelle du diaspora et en même temps à l'échelle du continent. Personne n'est épargné. Parce que comment ce lavage du cerveau a été fait, c'était à travers l'école,
à travers les religions importées, parce qu'aujourd'hui, tout le monde se définit comme musulman, chrétien, même si les chrétiens, soit il est protestant, lui, il est témoin de Jéhovah, lui, il est catholique, ainsi de suite. Donc, voilà comment on est en tant qu'un peuple. Donc, quelqu'un, en fait, qui ne revendique pas son africanité, même s'il vit en africain, est-ce que tu penses que cette personne va pouvoir penser à son frère qui a été déporté, en fait, dans les Antilles ou en Amérique? Parce que simplement, la religion ne nous éduque que sur quoi? Il nous éduque à l'individualisme. Parce que je parle de la manière nous on le pratique. Vous voyez? Parce que c'est comme ça, parce que c'est une culture interne qui a subjugué notre culture originale. Bah, ça fait que ça nous apprend à être égoïste, à penser à l'individualisme, aller au paradis, c'est ce qui compte le plus. Voir ton frère comme un sorcier, dénigre ta propre façon de spiritualité. Au Ghana, si tu te revendiques africain traditionnel qui venait de tes ancêtres, tu seras le victime de toute attaque. On va t'appeler sorcier. Cela s'est fait même au Nigeria, partout en Afrique. Donc, être africain maintenant devient tu as peur même d'être un Africain sur le continent africain. Donc, nos frères dans le diaspora ne savent pas que sur le continent même, surtout l'esclavage mental, c'est pire sur le continent parce que les gens du diaspora, les Africains du diaspora sont plus éveillés par rapport aux Africains sur le continent. Et voilà le problème, le fond du problème. Pareil, l'éducation, c'est la même chose. On ne va pas nous éduquer notre culture, notre histoire ou quoi que ce soit. Ce n'est pas le cas d'un point de vue afrocentrique. On ne grandit pas connaissant l'histoire de l'esclavage. Ce n'est pas le cas. On ne connaît rien de tout. On ne sait rien, rien, rien du tout de nous-mêmes. Moi, c'était à travers la musique de Joseph Hills, il est aussi Culture, un musicien jamaïcain, que j'ai pu comprendre ou bien avoir une idée sur ce que nos ancêtres ont subi pendant l'esclavage. Il a une chanson qui s'appelle P.D. Il dit, Hey, Mr. Slaves Driver, I'm asking you this question again and again and again. Quelque chose comme ça. When will be the payday, Mr. Slaves Driver? Il dit, You beat my grandmother in the hills, rape her and call her prostitute. Voilà, tu as violé ma mère sur les montagnes et tu lui as appelé un prostitué. Toi, monsieur, le chauffeur des esclaves, quand sera le jour du paiement des esclaves? Quand j'ai écouté cette chanson pour la première fois, comme j'ai dit, le compositeur, c'est Monsieur Joseph Hills. Il est décédé maintenant. C'est là où moi, j'ai commencé à comprendre ce que nos ancêtres ont subi. Mais est-ce qu'on nous montre ça à l'école? On nous apprend rien. Vous voyez? Donc, on ne connaît pas notre histoire, on ne connaît pas notre culture. Et la plupart des dirigeants, pourquoi les dirigeants ne peuvent pas faire ce qu'on attend, surtout nos frères et sœurs antillais ou afro-américains attendent d'eux, simplement parce que eux, ils ont aussi perdu les cheveux, ils ont aussi subi, parce que les dirigeants ne s'entendent pas du ciel. Donc, ce sont, ce sont aussi des gens qui ont le cerveau lavé. Bah, ils sont là, ils sont plus religieux que, en fait, spirituel et conscient africain, d'une manière africaine. Donc, ils n'ont pas, en fait, cette conscience de penser à les peuples et cette responsabilité vis-à-vis des peuples. C'est pour ça qu'ils ne défendent même pas nos intérêts, les intérêts de les pays, ainsi de suite. Donc, ils font rien sur le système éducationnel pour nous apprendre notre histoire et culture d'un point de vue afrocentrique, pour qu'on puisse penser même au-delà des frontières de notre pays et penser à toute l'Afrique entière, y compris
les Africains dans le diaspora, en Amérique, ainsi de suite. Il n'y a pas ça dans le système éducationnel. Et les leaders, comme je dis, n'ont pas cette conscience-là déjà pour faire des réformes du système éducationnel pour nous apprendre notre histoire, notre vraie culture, ainsi de suite. Donc, c'est ça le problème. Pareil, ce n'est pas seulement sur le continent africain, même sur, c'est pas tous les Antillais ou les Africains américains qui sont conscients comme cette grande frère, Monsieur Claudicia. C'est pas tous les Antillais qui sont comme ça. Je suis désolé de vous dire, moi, je me suis déjà trouvé dans une situation où c'était à Marseille pendant mes études. J'ai rencontré une Antillaise et moi, parce que quand j'ai dit, lorsque j'ai écouté cette chanson de Joseph Hill depuis mon enfance au Ghana, j'ai toujours eu ce sentiment de même rencontrer un Jamaïcain ou bien un Antillais ou un Afro-Américain parce que pour moi, ça ferait quelque chose de spécial pour moi, en fait, de savoir que oui, ça c'est un descendant de mes ancêtres. Aujourd'hui, j'arrive à rencontrer mon frère. On était éloignés, mais moi j'avais ce sentiment-là. Depuis même, je savais rien, mais je sais pas, j'avais cette conscience en moi depuis longtemps, depuis quand j'étais petit au Ghana, après avoir écouté cette chanson de Joseph Hills dont je vous ai parlé. Vous voyez? Donc, le problème, c'est plus profond. Mais lorsque j'étais à Marseille, qu'est-ce qui s'est passé? Une fois, j'ai rencontré une Antillaise. Elle était bon, je ne sais pas si elle était de Guadeloupe ou où exactement. Et pendant qu'on parlait, moi, j'étais très excité, très content. Du coup, je disais que, tu sais, mais on provient, en fait, il m'a demandé, tu es d'où? Je lui ai dit, je suis du Ghana. Et que lorsqu'elle m'a dit qu'elle est aussi elle est de Guadeloupe, j'étais très content. J'ai dit, ah, cool. Je suis très content parce que moi, j'ai toujours dit que nos dirigeants même ne font pas grand-chose pour pouvoir nous réunifier. Et en fait, j'ai parlé de mon africanité. Je le vois, et en fait, j'essayais pas de me voir comme gagnant. À partir de ce moment, je voyais, vous voyez, c'était comme ça dans ma tête. Malheureusement, à ma grande surprise, elle m'a dit, elle était fâchée, j'étais étonné. Elle m'a dit, ne pas mettre tout le monde dans le même panier, hein. Je suis pas, elle avait du mal en fait à accepter qu'elle est afro-descendant ou quoi que ce soit. Après, je lui ai dit, elle m'a dit, parce que vous dites que je suis africain, je suis de quel pays de l'Afrique? J'ai dit non, c'est juste pour dire, bah, l'Afrique, en réalité, ses frontières sont des fausses frontières. Ces pays sont artificiels. Au Ghana, il y a une partie du Ghana qui parle ewe. Il se trouve, en fait, imaginez le Ghana et le Togo. C'est le même peuple, c'est le même tribu ewe. Ils parlent la même langue, mais ils ont divisé. Vous êtes Togolais, vous êtes Ghanéen. Le Ghana est pris par les Anglais, le Togo par les Français. Voilà le problème. Bah, si moi je vous ai rencontré une sœur guadeloupéenne. Et vous me demandez, mais est-ce qu'elle connaissait toutes ces réalités-là? Du coup, elle s'est dit, je suis de quel pays si vous essayez de me mettre comme africain? J'ai dit, non, mais vous pouvez dire que vous êtes Togolais, il n'y a pas de problème. Vous pouvez dire que vous êtes Congolais, il n'y a pas de problème. Même moi, je pense pas trop à mon pays. Je, bien sûr que j'aime le Ghana, mais face à un autre noir, je mets mon Ghana à côté. C'est pas important. Mais j'étais vraiment blessé parce qu'elle était vraiment fâchée. Alors que j'avais de bonne foi, j'avais pas de mauvaises pensées ou quoi. Moi, j'étais content et excité d'avoir rencontré une sœur. Pareil, lorsque les Africains sont en Amérique ou même ici en France, des fois, la relation entre les Africains antillais ou américains et les Africains immigrés
n'est pas toujours cool. Pourquoi? Parce qu'il y a cette manque de conscience des deux côtés. Mais en tout cas, pour être sincère, les Africains dans le diaspora restent toujours, ça veut dire les entiers, les Afro-Américains sont les plus conscients. Moi, quand j'ai travaillé dans des hôtels comme bagagiste pendant mes études, lorsque je rencontre, par exemple, un touriste américain, afro-américain, dans l'hôtel, il va me traiter. Quand il sait que je dis, oh, how are you, brother? Ils vont me traiter comme un roi. Ils vont me tip. C'est pas le tips, ça veut dire le pourboire qui est plus cher pour moi, mais la manière dont ils me traitent. Mais ils vont me donner du pouvoir. Lorsqu'ils ont besoin de conseils ou quoi que ce soit, ils vont me demander, même si je ne sais pas, mais ils vont me demander, même au lieu d'aller même à la réception. C'est juste pour vous dire combien eux, ils aiment les Africains. Mais qu'est-ce que, au retour, nous, on fournit aucun effort. Lorsque, par exemple, on est aux États-Unis ou bien on est en France ou partout dans le diaspora, les Africains qui ont immigré, surtout aux États-Unis, les Africains qui ont immigré s'en foutent totalement de la lutte continue des Noirs américains. Ils vont essayer de tout vendre les frères Noirs américains et faire tout pour en fait remplir les poches. Voilà. Les travaux les plus sales, ils vont faire tout, ils vont faire, ils vont tout faire pour l'argent. L'individualisme, c'est tout. Voilà pourquoi la plupart du temps, ils ont des problèmes avec les Noirs américains. C'est pas comme si les Noirs américains les détestent parce que ce sont des gens qui revendiquent toujours leur africanité, même leur spiritualité africaine, plus que l'Africain sur le continent. Mais ils se disent que non, au retour, ils voient que, parce que ils voient que au retour, on fait rien du tout parce que culturellement, on va juste parler la langue, voilà, comme si on était conscient, mais au fond, on est des gens vraiment aucune histoire, aucune valeur culturelle, aucun quoi que ce soit, alors que tu es né en Afrique. Bah, quand tu es face à quelqu'un qui a été déporté, ses ancêtres ont été déportés depuis longtemps, et il attendait quelqu'un qui va venir se présenter culturellement, lui rappeler de ce qu'il a manqué. Et tu es là, et tout ce que tu cherches, c'est de faire du boulot sale. En fait, tout faire, en fait, tu deviens, en fait, le nègre des misons. Tu veux tout faire pour remplir ta poche, aucune dignité, aucun amour pour ton frère. Bah, qu'est-ce qu'elle va faire? Ils vont, parce qu'ils vont commencer à vous voir comme des adversaires économiques, simplement. Donc, c'est ça le problème. Mais en tout cas, je pense que les deux côtés, on doit faire beaucoup d'efforts, ça c'est sûr. Les Africains sur le continent et les Africains antillais ou afro-américains. Je ne cherche pas à pointer du doigt, vous voyez. On doit faire des efforts, les deux côtés. Et cela commence par apprendre notre véritable histoire, vous voyez, d'un point de vue afrocentrique et aimer notre culture et avoir la conscience et la responsabilité en tant que peuple au-delà de nos intérêts et voilà, nos intérêts individualistes. Et cela est possible si on apprend notre histoire et notre culture glorieuse depuis l'Égypte antique jusqu'à aujourd'hui. On apprend à s'aimer d'abord en tant qu'un individu, en tant qu'Africain. On arrête d'aimer de faux cheveux. On commence à aimer notre peau naturelle sans éclaircir la peau. Ainsi de suite, naturellement, vous allez tomber amoureux de votre frère entier ou bien de votre frère africain, ou sœur africain ou sœur antillaise. C'est comme ça on va se faire. Donc, c'est possible si on apprend notre histoire et notre culture d'un point de vue afrocentrique, on va toujours se réunir. Donc,
C'est ça, moi, mon message. Je pointe pas le doigt, mais ensemble, on va y arriver. Mais j'avoue que l'Afrique doit faire plus parce que c'est la mère pour en fait faire revenir à la maison ses enfants et les accueillir d'une manière chaleureuse. Ça, c'est très, très important parce que ça fait pitié, ça fait très mal